Bien, bonjour à toutes et à tous. Pour ce débat qui continue sur l'avenir de nos océans, on va s'intéresser à l'économie bleue, puisque nous sommes d'abord et avant tout un journal économique à la Tribune. Et vous savez, moi, quand j'ai appris l'économie, j'étais plus jeune, on disait que c'était la science des ressources rares. Alors, s'il est une ressource dont on ne pensait pas qu'elle était rare, c'était bien l'eau. L'humanité, qui s'est développée grâce, bien sûr, à ce qu'on appelle l'hydrosphère, depuis l'origine, a pensé que l'eau était une ressource abondante, bon marché et accessible à tous. Et on est en train de se rendre compte, au cours de ce siècle, que ce n'est pas forcément si simple et si évident, et que pour des milliards de personnes, la question de l'eau va être cruciale dans les années qui viennent. Alors, pour parler de ce débat, des enjeux de l'économie bleue, nous avons avec nous, je vais commencer avec à ma gauche, Sophie Mathias. Vous êtes adjointe au maire de Faro, déléguée à l'environnement. Vous allez nous parler notamment de votre région, l'Algarve, avec des richesses, notamment en matière d'hippocampe, mais on va en parler un peu tout à l'heure. À vos côtés, nous avons la chance de recevoir Nils Engelsson, qui est l'ambassadeur de Norvège. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous, monsieur l'ambassadeur. À côté de lui, Nicolas Hazard, qui est le fondateur d'un fonds d'investissement bien connu de tous les lecteurs de la Tribune, parce qu'on a fait beaucoup de choses avec vous, Nicolas. Donc, INCO, et vous investissez beaucoup dans l'économie bleue. À vos côtés, Yvan Griboval, alors vous vous définissez comme un marin explorateur innovateur. Vous avez fondé une association qui s'appelle Océano Scientifique. On parlera avec vous, bien sûr, tout à l'heure, de tous les enjeux des fonds marins, notamment en Méditerranée. Et enfin, on va dire que c'est le régional de l'étape, mais il s'appelle Global Climate Initiative. Nous recevons Philippe Mangeard. Global Climate Initiative, c'est une société qui fait justement de la mesure sur les enjeux du climat, du CO2 jusqu'à aujourd'hui l'économie bleue. Et puis, vous me disiez, Philippe, vous êtes également ingénieur agronome. Ingénieur agronome, Voilà. ça explique mon débordement vers l'économie bleue. Si je m'intéresse depuis 15 ans à la mesure et réduction des émissions de gaz à effet de serre, j'ai toujours un œil sur comment faire mieux. Et donc, c'est le côté ingénieur agronome. Et puis, localement, je rends hommage à mon collègue ambassadeur, puisque je suis consul de Serbie à Nice. Voilà. Voilà. Donc, maintenant que les présentations sont faites, on va commencer peut-être tout de suite. On va commencer avec vous, monsieur l'ambassadeur, si vous le voulez bien, puisque la Norvège, je n'ai pas besoin de le définir, ou peut-être vous allez nous le dire, mais c'est évidemment une économie très tournée vers la mer, avec des enjeux qui sont tant sur l'exploitation d'un certain nombre de ressources, comme bien sûr les ressources énergétiques, qui ont permis de créer un fonds souverain qui investit, et grâce à vous, on peut financer un peu notre dette. Vous savez qu'elle est importante, donc on vous remercie. Mais bien sûr, aussi un enjeu pour la défense et la protection de vos espaces maritimes. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu ce cadre de l'économie bleue, ce qu'elle représente pour un pays tel que le vôtre? Premièrement, merci de m'accueillir ici et bonjour à tous et à toutes. Et je suis heureux de pouvoir parler vraiment des enjeux qui sont au cœur du quotidien des Norvégiens. Parce que la Norvège est vraiment un pays marin, un pays maritime, avec des ressources, comme vous l'avez évoqué, de gaz, de pétrole, de pêche et d'autres ressources importantes, et qui sont vraiment à la base de la prospérité d'un pays comme le mien. Là maintenant, juste hier, M. Estrosi vient de New York, il a participé à une réunion au panel océanique avec le président de la République, géré par le Premier ministre norvégien, où le Premier ministre norvégien hier, un peu pour cadrer les enjeux que nous voyons, c'est qu'il a dit les mesures climatiques liées aux océans peuvent contribuer à 35% des réductions nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici 2050. Donc vraiment pour nous tous, c'est quelque chose qui nous regarde et qui sont très importants. Pour la Norvège, nous avons bien sûr, il y a la pêche, l'aquaculture, les transports maritimes, etc. Donc tout ça, ce sont une économie très importante, mais en même temps qui relève des enjeux et nous en sommes parfaitement conscients. L'aquaculture, comment faire ça d'une façon durable, comment gérer la production de gaz et de pétrole, comment avoir une transition énergétique pour l'avenir que nous voyons venir nécessaire pour tout le monde.
Bien, on va revenir avec vous dans le débat. Merci de cette présentation. On va aussi peut-être, Sophie Mathias, vous entendre sur votre région, l'Algarve, et les enjeux maritimes qui sont sur place. Peut-être comment est-ce que vous-même, vous vivez cette transition écologique dans la région? Bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer de parler en français, mais je suis très heureuse aussi d'être ici avec vous. Et merci pour l'invitation du monsieur le maire et toute son équipe de Nice, de la ville de Nice. Merci beaucoup. Faro est une petite ville au sud du Portugal. Le Portugal est très engagé avec... nous avons eu l'UNOC 2 à Lisbonne. Ça démontre la... Ça fait le lien avec Nice? Oh oui, ça fait le lien avec Nice, c'est ça. On est très engagés. Et Faro, c'est la capitale de l'Algarve. Et pour ça, on s'engage beaucoup pour être un petit peu en avant en concernant les autres villes de l'Algarve. On a l'université de l'Algarve. Et l'université fait le pushing pour tous les engagements sur ces thèmes-là. Ils ont les centres de recherche très importants, je pense qu'en termes nationaux, mais aussi internationaux, des grands centres de recherche et qui font le pushing aussi à la mairie, à tous les entreprises et toutes les personnes qui travaillent ce thème. À Faro, faites seulement une petite visualisation de Faro. Faro est une petite ville avec un grand parc naturel. On a les îles qui font un cordon dunaire avant l'océan. On a l'océan Atlantique, le cordon d'îles, et ce grand parc naturel qui est très conditionné en train de le voir, et qui voilà, nous font... On a un grand travail à faire et c'est très difficile pour nous pour faire cet équilibre entre un tourisme sustainable tourisme durable un tourisme durable et la protection de toute cette biodiversité, cette nature. Alors, un des sujets, c'est la protection des hippocampes. On sait que ce petit animal marin est essentiel, évidemment menacé de disparaître. Qu'est-ce que vous faites comme initiative, justement? Quand je parlais sur l'université, quand ils font le pushing sur ce thème, ça c'est un des thèmes. On s'est aperçu que on avait 80% en moins de hippocampes. Et on ne sait pas encore bien pourquoi. L'université est en train de faire des recherches, mais on a fait tout de suite des zones de protection. On travaille aussi avec les bateaux touristiques qui font des parcours sur cette grande zone de protection. Et on essaie de sensibiliser tous les utilisateurs, tourisme ou pas, ou pêcheurs, ou d'autres personnes qui aiment, qui veulent... viennent dans la région. Qui viennent dans la région. Et on a ces zones de protection et on essaie de... seulement regarder, ne pas toucher, ne pas y aller. Et on est en train de faire cet effort et ça... On a plus maintenant de hippocampes, on a plus d'hippocampes maintenant et c'est un travail très intéressant qu'on fait tous. On fait la mairie, on fait l'Institut de la conservation de l'environnement et des forêts, on a plusieurs de meetings avec tous ces intervenants et bon, la mairie, elle est là et on fait notre travail aussi. Merci. Alors Philippe Mangeard, on va maintenant essayer de voir une approche un peu plus globale. On a vu deux exemples assez concrets des enjeux de richesse qui sont créés par l'économie marine. Comment est-ce qu'on arrive à mesurer aujourd'hui l'impact du changement climatique sur les mers? Qu'est-ce que vous avez comme outil et qu'est-ce que nous pouvons faire pour mieux identifier les moyens d'agir, les innovations? On va en parler beaucoup avec Nicolas Hazard et Yvan Griboval, les innovations qui permettent aujourd'hui de protéger la nature. Le sujet est évidemment le CO2, le climat, mais en préambule, je dirais que
la vision de l'économie bleue, c'est un peu de CO2, c'est beaucoup, beaucoup d'autres choses. L'économie bleue, c'est un monde de ressources à préserver, c'est un monde potentiel à exploiter, à explorer. Par exemple, si on prend ce qu'on appelle l'aquaculture, aujourd'hui, peu de gens le savent, la moitié des poissons que nous consommons sont produits par aquaculture. C'est énorme. Et ce potentiel peut doubler. Mais donc, quand on parle d'un environnement où il y a à la fois à préserver, à exploiter, il faut mettre en place des règles. Ces règles, c'est la mesure. C'est le boulot de Global Climate Initiative depuis 12 ans. On fait ça dans une vingtaine de pays. Et évidemment, on est connu sur le CO2, mais de plus en plus chaque jour. Tout à l'heure, il y avait un interview, il y avait un entretien sur le transport maritime. Le transport maritime vise la diminution par 2 de ses émissions. Très bien, de CO2. C'est pas si important que ça, le transport maritime, c'est que 3% des émissions mondiales, mais c'est bien déjà que 3% deviennent 1,5. Mais c'est surtout bien qu'en même temps, le transport maritime baisse ses NOx et ses SOx, sulfure. Aujourd'hui, il y a des zones CK, on n'a plus le droit d'exploiter, il y a des engagements de baisser à maximum 0,5% le soufre dans les fuels, etc. Donc il ne faut pas résumer, parce que souvent, un petit peu, c'est des éléments de langage, tout ceci a du CO2, pas CO2, du climat, pas du climat, c'est de la ressource en général. Une fois ceci posé, il faut mesurer, parce que tant qu'il n'y avait pas de la réglementation en Europe, avec la nouvelle CSRD, avec les nouveaux décrets français, tout le monde racontait un peu n'importe quoi. Je reviens au transport maritime aussi. Un groupe comme CMA-CGM, sans vouloir trop les flatter, c'est un groupe très très engagé dans ce domaine-là. Et vous pouvez constater qu'aujourd'hui, un navire de CMA-CGM fait 10 fois moins d'émissions qu'un petit navire non contrôlé, qui représente actuellement la majorité des navires qui circulent sur la planète. Donc, vous voyez, sur ces sujets-là, il y a des choses à faire. Il y a aussi les ports. Les ports, c'est la richesse côtière, mise en valeur ou pas. Elle est mise en valeur, très bien. Mais un port aujourd'hui, c'est 7 à 8% des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime. C'est quand même curieux. D'accord ? On voit les bateaux, le port. Donc ce port, s'il s'électrifie, si les bateaux, etc., vous voyez, on arrive à plein de choses, mais il faut mesurer. Le beau port de Marseille, si on commençait à sérieusement mesurer, je ne fais pas un clin d'œil, mais il est vrai qu'il serait temps de mesurer sérieusement les émissions des opérations de manutention. Il y aurait non seulement une bonne découverte, parce qu'ils font déjà beaucoup d'efforts, mais surtout il y aurait un chemin de progrès. Donc je dirais la mesure, c'est bien, mais la mesure pour quoi faire, surtout pour identifier les pistes de réduction, et elles sont nombreuses, nombreuses, nombreuses. Et je repasse la parole, sinon je peux parler 2 heures de ce sujet-là. On va poursuivre le débat. Peut-être Nicolas Hazard, pour compléter le tour de table sur cette définition de l'économie bleue et ce que vous faites chez INCO en matière d'investissement pour essayer d'identifier des solutions. Oui, merci beaucoup. Alors, merci pour votre invitation. Alors, INCO, d'abord juste quelques mots, c'est un leader mondial pour l'entrepreneuriat social à impact et environnemental. Donc nous, on n'investit que dans des gens et dans des entreprises qui changent le monde. Donc si vous changez le monde, ça nous intéresse, notamment pour créer de l'emploi pour les personnes les plus en difficulté, réfléchir à l'économie vraiment circulaire, développée dans l'environnement. Et l'économie bleue dans tout ça, c'est absolument fondamental pour nous. Parce que c'est une part énorme et surtout c'est un potentiel gigantesque d'innovation. Aujourd'hui, les maires, on connaît les maires un petit peu, mais finalement, en termes économiques et en termes de business, il y a 95%, et en termes scientifiques, il n'y a que 95%, il y a 95% des territoires, des océans, etc., qui sont connus. La recherche, elle est vraiment au tout début. Alors, on a des débats un peu, moi je trouve, de guignol sur comment on va vivre sur la Lune quand la planète n'ira plus bien, etc. Et donc on se projette. Ou sur Mars. Ou sur Mars, ou sur d'autres, ou sur Saturne, ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, on ne réfléchit même pas Nous, on a un potentiel gigantesque, on passe à côté de la grande majorité, nos océans, les mers, c'est quelque chose qu'on ne connaît finalement que trop peu. Et l'investissement à faire, il est pour préserver notre planète. Alors, dans ce cadre-là, il y a énormément de recherche, énormément d'innovation. Il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles nous, on investit, qu'on accompagne. On accompagne plus de 1000 entrepreneurs dans 120 pays. Par exemple, il y a une boîte en Bretagne qui s'appelle Polymaris. Alors, Polymaris, l'intervenante précédente, justement expliquait sur le plastique, à quel point le plastique était partout. Vous savez, moi, à un moment, je me suis dit, j'adorais acheter des fringues recyclées parce que j'avais l'impression de changer le monde en faisant ça. Mais en achetant mes fringues, mon t-shirt que j'ai payé 120 € recyclé, etc., en ayant l'impression de faire une bonne action, dès que je le mets dans ma machine à laver, et ben finalement, les microplastiques, ils partent. Et c'est comme ça qu'on pollue les océans in fine. C'est la même chose pour le maquillage.
maquillage, il y a du plastique dans le maquillage, y compris dans les maquillages qu'on paye très très cher. Donc quand on se démaquille, finalement, tout ça part dans les océans. Et donc, une entreprise de Bretagne qui développe une molécule à travers des bio-organismes, elle va faire des prélèvements à côté de Brest et elle découvre qu'on peut créer le remplaçant du plastique qui soit complètement bio-assimilable. Alors, bio-assimilable, c'est mieux que biodégradable. Parce que biodégradable, il faut des processus spécifiques. Bio-assimilable, ça veut dire que c'était de l'eau, et ça retourne en eau, c'est-à-dire on peut le mettre partout. Et donc voilà, et petit à petit, des partenariats industriels, parce qu'il faut faire avec les grandes industries, avec Chanel, avec Estée Lauder, etc. Ils ont réussi à petit intégrer ça pour que notre maquillage elle soit du coup positif et n'ait pas d'empreinte environnementale négative. Par ailleurs aussi, quand on parle d'océan, on parle de transport maritime et on parle de pêche, de nourriture. Alors on sait, les poissons, plus ils sont gros, plus ils contiennent de plastique aujourd'hui. Donc d'ailleurs, ce que beaucoup de nutritionnistes conseillent, c'est de manger des plus petits poissons, parce que ces poissons contiennent moins de plastique en règle générale. Et là, j'ai une entreprise que j'aime beaucoup qui s'appelle Poiscaille, qui est une entreprise francilienne, mais qui travaille qu'avec des pêcheurs qui respectent les océans. C'est comme une AMAP, vous savez, pendant le Covid, on aimait bien avoir des AMAP où on prenait nos fruits et légumes, et là c'est une AMAP de la mer, et donc on va aller chercher ces produits directement donc sur des bateaux qui ont été pêchés par des bateaux de moins de 6 mètres, qui n'utilisent pas des chaluts, qui ne vont pas aller racler les océans, etc. Et surtout, parce que j'ai eu la chance de rencontrer une des pêcheuses incroyables, et il y a des femmes pêcheurs qui ont des expériences absolument incroyables à partager, sur l'île de Ouessant. Ils se forcent pendant 2 mois, mais quelle profession fait ça? Ils se forcent pendant 2 mois à ne pas pêcher pour que les écosystèmes puissent se reconstituer. Mais pour eux, pendant 2 mois, c'est une perte de revenus. Et donc, il y a quand même comme ça une réflexion à faire, y compris sur la matière de consommer, de produire, qui soit positive. Mais en tout cas, les solutions, elles existent et on peut le faire. Alors, on va continuer. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce dynamisme. Je crois qu'il aura séduit tout le monde. Avec Yvan Griboval, donc peut-être d'abord de nous expliquer ce que vous faites, parce que marin, explorateur, innovateur, mais vous m'avez dit, quand on s'est parlé, vous êtes en croisade pour la Méditerranée notamment, et en croisade pour défendre effectivement cette ressource inexploitée et trop mal connue probablement. Je rebondis sur ce que disait Nicolas, mais je crois qu'il y a 12 personnes qui ont marché sur la Lune, il n'y a que 3 personnes qui sont descendues dans les très grands fonds marins, donc ça prouve qu'on a un potentiel encore très inexploré. Peut-être pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, alors d'abord, je vais aller droit au but parce qu'il y avait une question sur cette table ronde. Est-ce que l'économie bleue va dominer le monde? La réponse est bien évidemment oui. Et derrière le oui, il y a aussi le fait que la France va pouvoir être leader dans beaucoup de domaines, notamment je pense à la santé, je pense au bien-être et je pense au service à l'environnement. Et ce n'est qu'une petite partie de ce que notre fantastique patrimoine français va nous permettre d'obtenir. Car je rappelle juste quelques points essentiels. La France est le seul pays où le soleil ne se couche jamais. On est présent dans l'océan Atlantique, on est présent dans l'océan Indien et on est présent dans la zone tropicale également de l'océan Pacifique. Et sur les 285 000 km de récifs coralliens, 58 000 sont sous pavillon français. On a donc un patrimoine extraordinaire et comme l'ont dit précédemment Didier et Paola du Centre scientifique de Monaco, ces récifs coralliens, mais pas seulement coralliens, les récifs qui sont aussi à Nice, sur toute la côte de la région sud, recèlent un certain nombre d'organismes d'une fantastique richesse en termes de molécules d'intérêt, et je serais tenté de dire, il suffit de se pencher pour les récupérer. Et donc, vous nous donnez quelques exemples de ces molécules d'intérêt qu'on pourrait aller chercher? On pourrait en faire quoi? On évoquait avec Nicolas justement un certain nombre de possibilités de faire des maquillages qui soient beaucoup plus biodégradables ou bio-assimilables, pardon. Est-ce qu'on a là des recherches dans ce domaine que vous pourriez nous partager? Alors, je vais laisser la parole cet après-midi au professeur Éric Rottinger de l'IRCAN qui va développer un certain nombre de sujets sur ce thème. Il faut rappeler un fait. Quand en 69, un professeur de l'Illinois utilise une acidie, pour ceux qui ne connaissent pas les acidies, c'est un peu comme une éponge, c'est un animal benthique qui est calé sur son rocher qui filtre de l'eau. Quand ce professeur de l'Illinois, de l'université de l'Illinois, découvre que cette acidie a des capacités pour combattre le cancer, on est en 1969,
un professeur d'Harvard déjà lui-même célébré par un prix Nobel. Il faut rappeler aussi qu'il y a 13 prix Nobel associés à des organismes marins, découvre et met en évidence qu'il y a une molécule qu'on peut utiliser. On est en 96 et on s'aperçoit qu'il faut 1 tonne, je dis bien 1 tonne de ces acidies pour faire 1 gramme de principe actif. Aujourd'hui, on est en 2024, on utilise l'ADN, c'est-à-dire que je vais vous prendre un cheveu ou un petit morceau d'ongle. A priori, je vais essayer de ne pas vous faire mal. Vous allez continuer à vivre normalement. Moi, je vais avoir votre ADN. Et avec l'ADN, on va pouvoir aller chercher les molécules d'intérêt. Et qui va aller chercher les molécules d'intérêt? Tous les étudiants qui sont aujourd'hui peut-être encore dans le secondaire, voire dans le primaire, et qui, munis d'un ordinateur, munis de toutes les ressources dont on peut disposer en intelligence artificielle, vont gagner un temps absolument extraordinaire pour aller de la séquence ADN à la molécule d'intérêt. Et vont donc permettent de boucher le trou qui existe aujourd'hui dans le monde entier, mais particulièrement en France, entre la recherche fondamentale et l'usage. Et ce domaine, à partir du moment où la France a ce fantastique patrimoine récifal, c'est à nous, ou plus exactement c'est à nos gouvernants, de mettre en œuvre les règles qui vont permettre à la fois de préserver ces données, parce qu'il ne faut pas oublier, on a tous entendu ce matin qu'on est quand même parti sur une pente très très glissante dans le cadre de la 6e extinction, et de pouvoir conserver ces données ADN d'organismes qui demain seront peut-être plus sur la planète, c'est quelque chose d'essentiel. Donc on a à portée de la main, et quand je dis à portée de la main, moi je ne suis pas plongeur, hein, je m'intéresse au bord de mer là où j'ai pied, on a des éponges, c'est notre sujet avec l'association scientifique, c'est notre sujet d'étude. Des éponges, il y en a plein la côte, on n'a même pas besoin d'aller sur des récifs coralliens en océan Indien, Pacifique ou Atlantique, on en a là tout près de nous. Et il y a un gros avantage à travailler avec l'ADN, c'est qu'autant qu'on est dans cette salle, autant d'ADN différents, autant d'éponges sur un rocher, autant d'ADN différents dans lesquels on peut aller chercher les molécules d'intérêt. Et puis dernier point, pourquoi on s'intéresse aux éponges, donc Porifera, le nom scientifique, ce sont juste les premiers animaux arrivés sur la planète il y a 650 ou 750 millions d'années. Ils sont arrivés sur la planète quand c'était une boule de glace. Et ils sont toujours là. Et une publication scientifique récente a mis en évidence que là où le corail disparaît, les éponges se développent. Alors je suis triste pour Didier et Paola qui défendent le corail. Je suis vachement heureux de savoir que les éponges se développent, qu'il y a plein d'organismes et que ça va surtout servir à nos jeunes. Philippe Mongeard, un commentaire peut-être. Oui, je rebondis sur votre excellente introduction. C'est vrai qu'on parle de l'économie bleue, dominera-t-elle le monde? On parle avec monsieur de solutions qu'il finance, etc. Mais pour vous parler de Poiscaille, c'est un super modèle, mais en très grande difficulté économique. Pourquoi? Parce que l'économie bleue dominera le monde si ceux qui ont le pouvoir, ceux qui font la fiscalité, ceux qui font la réglementation, ceux qui font la protection, se mouillent un peu plus. Les modèles économiques prônés par notre ami d'un point de vue scientifique et génétique, etc., les modèles sociaux et environnementaux prônés par INCO ne peuvent pas vivre dans un monde de libre concurrence totale. Pourquoi ça bouge aujourd'hui dans le carbone, puisque c'est ma spécialité? Parce qu'il y a des quotas carbone pour le transport maritime, parce qu'il y a des mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, et ça bouge enfin. Ça fait 15 ans que j'attends ce moment-là, depuis le Grenelle. D'accord? Bon, il est temps que pour le reste, on parle, je lisais hier un article sur les plastiques, il faudrait 7 milliards de dollars, c'est pas énorme, pour engager sérieusement une politique de dépollution des 2 océans. 7 milliards de dollars. C'est 2 fois les dividendes de la famille Arnaud, juste pour dire. Je sais qu'ils sont un petit actionnaires chez vous, mais c'est quand même, il y a des possibilités partout. Les modèles économiques ne peuvent exister que s'ils ont un appui politique et fiscal. Alors on va écouter monsieur l'ambassadeur sur cette question. Je crois que vous avez parfaitement raison, et ça c'est vraiment que souvent que ça montre que la politique fonctionne. Et ça montre on a vu ça en Norvège, par exemple pour l'évolution des voitures électriques. Il y avait une fiscalité, on est incité à acheter des voitures électriques, et au mois d'août, on a vu qu'il y a plus de voitures électriques en Norvège que de voitures à essence. Donc on peut dire beaucoup de choses sur les batteries, etc., mais c'est quand même une évolution et ça a été une politique voulue. Donc exactement, pour faire des changements, il faut qu'il y ait une politique qui veut aboutir à des résultats. Et ça fonctionne.
Vous dites ça parce qu'en plus, vous êtes un pays, alors c'est peut-être vous aviez mauvaise conscience, qui un des gros producteurs d'énergie fossile, encore aujourd'hui en Europe en tout cas, l'un des principaux. Est-ce que c'est une façon de montrer finalement patte blanche en disant, voilà, on a à la fois besoin de encore pendant quelques temps de cette économie carbonée, mais ça finance la décarbonation. Et comment l'appliquer spécifiquement à l'économie bleue, du coup? Non, il est vrai, il y a des paradoxes, c'est sûr. La fortune norvégienne est basée, entre autres, sur le gaz et le pétrole, comme j'ai dit initialement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on peut. Parce que l'énergie, on a besoin d'énergie. Et pour maintenant les besoins européens et mondiaux, on est toujours dans une économie fossile, malheureusement. Mais comment faire ça le mieux possible dans les années à venir? Donc on est en voie de transition. Ça peut être les éoliennes en mer, ça peut être l'électricité, ça peut être l'hydroélectricité, ça peut être l'hydrogène, etc. Mais pour l'instant, il faut qu'on arrive à avoir plusieurs pensées en même temps. La situation est réelle. On a vu ça pendant la crise énergétique juste après le Covid et l'invasion russe de l'Ukraine. Avec une crise énergétique, on a besoin du gaz, notamment norvégien. Nicolas, tu voulais dire? Oui, moi je voudrais juste rebondir une seconde là-dessus. Alors moi je suis bien évidemment pour le mécanisme d'ajustement aux frontières. Je pense que c'est vraiment la base, qu'il y a énormément de choses à faire. Je suis pour un impôt qui dépende l'impôt sur les sociétés qui dépendent de l'impact environnemental, que la mesure c'est absolument fondamental. Mais moi, si j'avais entendu les gouvernements et pour qu'il y ait des régulations, on n'aurait rien fait. On n'aurait pas investi plus de 500 millions d'euros aujourd'hui et accompagné ça, plus de 1000 entrepreneurs par an qui ont des modèles économiques qui marchent et qui fonctionnent. Et ça, je ne peux pas laisser dire que ça ne marche pas parce que ça marche et on le voit au quotidien aujourd'hui avec beaucoup d'emplois qui sont créés partout. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire que ces initiatives qui sont des initiatives locales, et comme on est sur l'économie bleue, je me permettrai une allégorie, on crée des petites oasis finalement de résistance dans ce système qui est le système capitaliste mondialisé, très financiarisé. On arrive à démontrer aujourd'hui que les solutions, elles existent, parce qu'on ne va pas déprimer les gens en disant, bah voilà, on ne peut rien faire, il faut attendre. On ne va pas attendre la COP 22, 3, 23, 24, 25, enfin il ne se passe pas grand 29 maintenant. Moi, je n'arrive plus à suivre et de toute façon, ce n'est pas toujours très intéressant. Mais du coup, aujourd'hui, c'est possible de le faire. Aujourd'hui, il y a des acteurs, des citoyens qui le font. On parle, monsieur disait, des coraux qui existent et du récif corallien. Moi, il y a un sujet qui me tient très à cœur, c'est celui des territoires d'outre-mer. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, notamment la Nouvelle-Calédonie. On voit aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur la vie chère en Martinique, etc. Et pourtant, il y a des richesses formidables à développer. Et là-bas, en fait, l'économie bleue, c'est vraiment, ça devrait être et ça doit être, plutôt que de faire du nickel, on devrait faire de l'économie bleue. Et donc là, il y a des vraies pistes, il y a des vraies orientations. Et je suis d'accord, on a besoin du politique, de la réglementation, on a besoin de tout ça. Mais les acteurs de terrain, y compris dans les tribus Kanak que je connais, qui font beaucoup de choses sur la préservation notamment des terres coutumières et de leurs océans, eh ben, il faut investir chez eux et il faut investir dans ces structures parce qu'elles existent et c'est l'avenir et c'est pour ça qu'on doit être positif. Sophie Mathias, quelques mots sur cette économie bleue, source de richesse à condition de savoir la préserver. Oui, j'entendais mes collègues et je rappelais un petit peu ce qui se passe au Portugal. Au Portugal, on a reçu du gouvernement toutes les zones de plage, mer et autres. Et ça a été... on s'est débattu dans les mairies et principalement à Faro parce qu'on n'avait pas de connaissances, on n'avait pas d'expérience sur ces thèmes. Alors... parce qu'on travaille toujours la partie économie des investisseurs, de l'économie, du tourisme et tout. Et on s'est déparé avec quelle est la capacité maximum de cette lagune, de cette parc naturel. Quelle est la capacité? Je peux donner plus de licences aux bateaux, j'en peux mettre plus de bateaux, j'en peux mettre plus de personnes. Comment ça se passe? Alors, on a dû travailler avec l'Université de l'Algarve et on a un travail très intéressant qu'on fait. On le fait encore, on est au début. Pour limiter le nombre de visiteurs? Oui,
de Comme à visiteurs, Venise, de par bateaux de exemple. tourisme, des petits bateaux de tourisme pour faire les parcours, pour voir les hippocampes, pour voir C'est-à-dire que les le monde dans îles. lequel on va, ça sera un monde où il faudra organiser peut-être mieux la rareté, la chance qu'on a de pouvoir voir ce type Oui, de... parce qu'on a 30%, Sinon, on ne les verra plus. on a 30% de carbone dans cette île nationale. Et on a les prairies, je ne sais pas comment vous avez appelé, mais les prairies vertes en fond. Et elles sont tellement importantes pour nous, pour la survivance de cet espace. Parce qu'on n'aura pas de tourisme si on n'aura pas une eau claire, bleue, transparente. Alors ça, c'est un point. Et alors, il faut faire l'équilibre. Alors, je n'arrive pas à comprendre comment le gouvernement passe pour les mairies une tellement importante thème, parce qu'on n'a pas d'expérience, on n'a pas de personne à la mairie pour travailler ces thèmes, avec la profondeur qui est importante de travailler. Alors, ça va partir de chacun, de trouver les partenaires et les solutions pour le travailler, le mieux travailler. Mais je crois que les personnes, tout le monde est... Vous nous avez donné envie d'aller faire un tour en Algarve pour voir cette eau transparente, qui est très bien aussi dans la Côte d'Azur, bien sûr. Peut-être, monsieur l'ambassadeur, un mot, parce qu'on voulait parler un peu avec la fonte des glaces, le réchauffement climatique. On sait que de toute façon, ça va avoir lieu. Donc cette fameuse ouverture de la route arctique qui pourrait changer un peu le commerce maritime mondial, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez comme un risque ou comme une opportunité ? Je crois que pour l'instant, c'est absolument vu comme un risque. Oui, économiquement, ça peut être avantageux de passer, de limiter le transport de l'Europe en Asie avec 19 jours pour les transports maritimes. Mais pour l'instant, il y a des enjeux énormes, géopolitiques, bien sûr, mais aussi de sécurité, environnementaux. Risque de conflit entre, on voit bien, il y en a déjà. Dans le Nord, dans le Nord. Donc pour l'instant, ça c'est pas. Je crois que il faudrait, d'après vous, qu'on fixe une règle en disant il faut se préserver. Enfin. Parce qu'on risque d'accélérer en plus si on développait le transport maritime, ce fameux réchauffement. Donc. Non, je crois que, premièrement, maintenant, le danger est imminent. S'il y a un accident dans l'Arctique, ça va créer il y aura des conséquences environnementaux extrêmement graves. Donc pour l'instant, on n'est pas là. Et aussi, les entreprises, les compagnies ne poussent pas l'agenda maintenant. Si ça viendra, ça c'est une autre chose, mais vraiment il faut réglementer le plus possible, c'est sûr. Yvan Griboval, vous vouliez intervenir, mais peut-être sur un autre thème ? Non, toujours sur le même thème. On a en France des start-upers extraordinaires. On a une recherche fondamentale qui nous est enviée par quasiment tous les pays au monde. On a beaucoup d'argent public et d'argent privé pour aller conquérir cette économie bleue. On est sur un sujet de souveraineté nationale et nous, croisade, oui, j'ai le sentiment de mener une croisade pour que simplement celui qui collecte un échantillon soit responsable de toute la chaîne d'usage de son échantillon et qu'in fine, il y ait au moins 10% du chiffre d'affaires réalisé qui retourne au territoire d'origine. Et tout ça, c'est assez... Il ne faut pas toucher le bas du micro, je pense. C'est une réglementation assez simple à mettre en œuvre et notre croisade, elle est d'une simplicité enfantine. La France est le pays des droits de l'homme. On doit être capable, avec notre première zone sous-marine au monde et notre deuxième zone économique exclusive, on doit pouvoir être le pays des droits de la nature. Voilà ma croisade et elle est simple à mettre en œuvre. S'il y a volonté politique, le seul problème c'est que de changer d'interlocuteur tous les 4 matins, ça ne simplifie pas le travail. Bien, mais ce sera un des sujets sans doute de conversation à l'UNOC, notamment dans quelques mois à Nice. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat. On arrive juste à l'heure. Je vous remercie beaucoup.